Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable Afrique chez Reporters sans frontières. Alors ce n'est pas la première fois que ce logiciel israélien Pegasus est mis en cause. Mais quand même, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez appris ces révélations ? Oui, ces révélations, elles sont sidérantes par leur ampleur et elles sont terrifiantes par leurs conséquences. On l'a vu dans votre sujet, il y a des journalistes qui ont été la cible de ce logiciel espion fabriqué par une société israélienne, une trentaine en tout d'après ces premières révélations. La plupart se trouvent au Maroc, certains ont été espionnés par le régime marocain à l'extérieur des frontières du pays, y compris en France. Vous aviez quelqu'un dans votre sujet, Louis Plenel en a aussi été victime visiblement, des journalistes au Togo, des journalistes au Rwanda aussi, et puis c'est sans doute que la face émergée de l'iceberg malheureusement. On va sans doute en apprendre beaucoup plus dans les jours et les semaines qui viennent parce qu'il ne s'agit que d'un listing, que d'une seule société. Et on sait malheureusement que cette pratique d'espionnage et de surveillance qui vise en particulier les journalistes, elle est malheureusement massivement répandue, comme l'avait déjà démontré dès 2017 Reporters sans frontières, puisqu'il existe tout un tas de sociétés qui produisent ce type de logiciel. De 50 000 personnes, mais il y en a sans doute beaucoup plus. Des chefs d'État également dans ces 50 000 personnes ? Oui, sans doute. Et ce que révèle aussi cette formidable enquête, c'est finalement qu'il n'y a pas de limite à l'exploitation de ces logiciels, que vous pouvez être surveillé avec votre téléphone portable, on peut allumer la caméra de votre téléphone portable, allumer le micro, siphonner toutes les données qui s'y trouvent, on peut exploiter des données de votre vie personnelle pour vous discréditer ou vous décrédibiliser, et c'est une arme de plus aux mains de régimes parfois prédateurs, et notamment aux mains de régimes prédateurs à l'égard de la liberté de la presse. Donc sans doute des crises diplomatiques en vue ? On verra. En tout cas, nous, on est dans une démarche de rassembler tous ces témoignages-là, toutes ces données-là, tous ces éléments-là, de se rapprocher des médias, des rédactions et des journalistes qui ont été visés, afin de s'inscrire dans une démarche contentieuse. Il est hors de question que cet espionnage de nature criminelle reste impuni, à la fois à l'égard des États qui ont recours à ça, qui instrumentalisent quelque part ces logiciels-là qui ne sont pas normalement construits à ces fins-là, et à l'égard des sociétés qui les produisent et qui savent pertinemment depuis plusieurs années qu'il y a une utilisation malveillante de leur logiciel d'espionnage de la part de certains États avec lesquels elles contractent. Alors il y a cette phrase d'Edward Snowden qui résonne fortement en ce moment, c'est peu importe sous quel drapeau on vit, on est tous visés dans cette histoire. Donc finalement ce ne sont pas que les gouvernements qualifiés d'autocratiques qui sont concernés en fait. Non, bien sûr. Et je crois qu'il y a une tentation qui est énorme de la part d'un certain nombre d'États lorsqu'elles ont la possibilité d'acquérir ce type de logiciel, d'en avoir un recours malheureusement qui ne sert pas à lutter contre la corruption, à lutter contre les détournements de fonds et à lutter contre le terrorisme. Et on le voit à travers ces révélations. Il s'agit de journalistes, d'opposants, d'activistes qui sont la cible de ces logiciels et de ces autorités-là, de manière à savoir ce qu'ils se passent, qu'ils se disent, et puis parfois à les réduire au silence et à les faire taire. Et dans le pire des cas, ça va jusqu'à l'assassinat, puisqu'on sait que Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien, était lui-même victime et son entourage de ce logiciel Pegasus. Et comment continuer à travailler dans ces conditions pour un journaliste ? C'est ça la question aussi. C'est extrêmement difficile et c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on va raconter demain à ces journalistes-là, sachant que toutes leurs sources, évidemment, ne sont plus confidentielles, que toutes leurs conversations privées avec leurs entourages n'est pas non plus ne sont pas confidentielles. Ça va être extrêmement difficile pour eux de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc il va falloir les accompagner, les soutenir, aider à les protéger, à faire en sorte qu'ils puissent se protéger d'un point de vue numérique, et puis à les accompagner dans des démarches contentieuses, parce que la seule voie possible pour faire entendre raison à la fois aux États qui contractent avec ces sociétés-là et aux sociétés elles-mêmes, c'est de leur montrer que cet usage abusif ne peut pas rester impuni et qu'il doit être sanctionné. On avait invité il y a quelques jours l'un des meilleurs hackers éthiques au monde, Sachs. Il plaidait pour la régulation du cyberespace, notamment en Afrique, et la souveraineté nationale en matière de cybersécurité. En attendant, pas de sanctions du coup pour les gouvernements.
les responsables? Pour l'instant, non, mais on y travaille sérieusement avec beaucoup de détermination. Et c'est un des problèmes de cette problématique, je dirais, de la surveillance. C'est que pour l'instant, les États et les sociétés ne rendent de compte à personne et ne sont redevables finalement de rien. Lorsque nous avions contacté NSO il y a quelques années au moment de la production du rapport dont je parlais en 2017, il nous avait répondu qu'il prendrait des initiatives ou des démarches visant à contrôler un peu l'utilisation qui était faite par certaines autorités avec lesquelles il contractait. On s'aperçoit 4 à 5 ans plus tard qu'il ne s'est rien passé depuis et qu'au contraire, cette technique a largement gagné en ampleur avec les conséquences désastreuses que l'on découvre aujourd'hui. Plusieurs médias vont porter plainte, Mediapart notamment, l'Humanité également. Vous, chez RSF, quelle est votre position du coup? On est exactement dans cette même dynamique-là, dans cette stratégie-là. On essaye de réfléchir à la meilleure stratégie contentieuse, à la fois au niveau national et au niveau international, de manière, encore une fois, à ce que les autorités, les États qui ont contracté avec cette société-là et la société en question puissent rendre des comptes et puissent expliquer et puissent être traduites en justice et être sanctionnées pour les graves abus et les graves menaces que font peser l'exploitation de ce logiciel sur l'exercice du journalisme et plus grave peut-être encore sur l'accès des citoyens à une information indépendante de qualité. Arnaud Froger, merci. Je rappelle que vous êtes responsable Afrique chez RSF. Merci à vous.